RDC face à Daesh. La République démocratique du Congo est clairement dans le viseur de ce mouvement terroriste international. C'est ce qu'affirme le journaliste d'investigation congolais Nikes Kibelbeloka. Il explique que l'organisation État islamique est sortie de la clandestinité en revendiquant une première attaque contre une caserne dans la province agitée du Nord Kivu le 16 avril 2019. La région de Béni et de ses environs sont également la cible, depuis 2013, du groupe des forces démocratiques alliées, ADF, responsable d'une série de massacres qui ont fait plus de 6000 morts, selon un décompte de l'épiscopat congolais. Le président Félix Tshisekedi avait alors décrété, en mai 2021, l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, afin de rapidement mettre fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes, selon le porte-parole du gouvernement. Cette mesure exceptionnelle, qui s'est traduite par un transfert du pouvoir des gouverneurs civils à celui des militaires, semble à ce stade toute relative face au groupe ADF qui poursuit et intensifie ses actions meurtrières dans la zone. Ce groupe armé qui vit de trafics divers se veut proche de l'organisation État islamique. L'ONU se méfie de cette organisation armée dont les attaques peuvent constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le département d'État des États-Unis a d'ailleurs désigné ce groupe armé d'origine ougandaise, les Forces démocratiques alliées, comme étant un groupe terroriste affilié à Daesh. Le djihad s'installe en RDC. Nikes Kibelbel se penche sur la question du péril islamiste en RDC depuis plusieurs années. Il avait alerté le grand public via un livre intitulé « L'avènement du djihad en RD Congo, un terrorisme islamiste ADF mal connu ». Dans ses enquêtes, il avait révélé que des fanatiques musulmans issus de la secte pakistanaise de la Tablighi Jamaat, installés d'abord en Tanzanie puis en Ouganda, avaient élu domicile dans les montagnes du Rwenzori, à l'est de la RDC, à partir de l'année 1995. Ils avaient alors installé leur base dans la forêt impénétrable du parc de Virunga, avant de mettre en place des réseaux bien structurés dans la région de Béni, devenu selon lui le terminal de tous les islamistes qui entrent discrètement en RDC, en provenance notamment du Burundi voisin et de la Tanzanie. Au départ, la ville de Béni a été choisie pour former les gens à la foi islamique. Des bataillons formés ici sont allés combattre en Afghanistan et en Somalie. Béni n'était donc pas un lieu pour faire la guerre, mais plutôt un foyer de formation idéologique de combattants qu'on envoyait en Somalie et en Afghanistan. Ce réseau radical bien organisé est devenu insaisissable, avec des ramifications qui vont désormais au-delà des frontières congolaises. Il y a des transferts d'argent qui viennent notamment de l'Afrique du Sud, du Kenya, de Grande-Bretagne, des transferts d'argent par Western Union avec des noms d'emprunt, de l'argent destiné au réseau ADF. En l'espace de 30 minutes, quelqu'un peut transférer 3 fois la somme de $100 au profit d'une même personne. Celle-ci reçoit en même temps les indications nécessaires sur la destination de cet argent. Des combattants de Daesh déchus en Syrie seraient-ils déjà arrivés dans la région ? Difficile de savoir, répond cet expert. Mais il fait remarquer que les services kenyans ont arrêté récemment un de leurs ressortissants du nom de Walid Ahmed Zein, présenté comme un conseiller financier de l'État islamique en Irak et en Syrie. Il serait responsable à lui seul du transfert de $150 000 via un réseau lié à Daesh qui couvrait de nombreux pays, y compris la RDC. L'homme a été remis aux services spéciaux américains et placé en détention aux États-Unis. Le journaliste congolais observe que pour l'instant, la menace islamiste qui plane sur la RDC ne préoccupe pas vraiment les partenaires de Kinshasa, y compris la mission de l'ONU pourtant présente en nombre dans le Nord Kivu. Ce qu'il faut craindre avec la porosité des frontières et la faillite de l'État congolais, c'est que les terroristes se mettent à faire exploser leurs bombes. Ils l'ont déjà fait à 6 reprises, mais ils pourraient accélérer ce mode opératoire dans des endroits publics comme ils le font dans les pays du Sahel, au Mali ou au Burkina Faso. Le réveil de l'ONU. Après avoir dans un premier temps considéré que le groupe ADF n'avait pas spécialement de lien privilégié avec Daesh, force est de constater que les experts de l'ONU reviennent à la raison. Les experts onusiens notent dans leur rapport qu'à partir de la mi-2021, les ADF ont lancé des attaques sur la route entre Béni et Butembo dans le territoire de Béni, ainsi que dans la chefferie de Bachou, à la suite d'opérations des FARDC et de la MONUSCO visant les camps voisins de Mwalika, dirigés par Amigo et Abouakassi. La chefferie de Bachou, qui avait été relativement épargnée jusqu'alors, a été l'un des points les plus méridionaux où des attaques des ADF ont été enregistrées. Les ADF ont également été actifs dans la chefferie de Watalinga, y compris près du quartier général de l'opération Shuja, et ont continué à mener de multiples attaques dans le secteur de Rwenzori autour des villes de Mamov et d'Ouacha, où elles ont maintenu des camps. Bien qu'elles soient dispersées, les ADF sont toujours résilientes et capables de mener des attaques parfois de manière simultanée, répétée ou en succession rapide. Selon la MONUSCO, elles ont tué plus de 1300 civils depuis 2021.
Cette escalade du nombre d'attaques et de meurtres de civils faisait partie des tactiques de représailles des ADF, qui visaient également à dissuader les opérations menées contre elles et à détourner les troupes des FARDC, de l'UPDF ou de la MONUSCO de certaines zones que les ADF considéraient comme plus vitales, telles que les environs de leurs camps principaux. En ce qui concerne le recrutement, les experts enseignent que des ex-combattants des ADF ont continué de signaler la présence de recruteurs et de points focaux dans la région, en particulier le long des côtes kenyanes et tanzaniennes, ainsi qu'au Burundi. Des recruteurs ont facilité le recrutement et le transport de recrues, notamment en faisant de fausses promesses de travail en RDC, généralement dans des mines d'or. Les mêmes sources ont également fait état de recrutement par des religieux ou des fidèles musulmans dans des mosquées et des écoles, notamment à Mombasa au Kenya et à Bujumbura au Burundi. Les médias sociaux comme Facebook, WhatsApp et Telegram ont été utilisés à plein régime avec des groupes en ligne qui diffusaient une propagande radicale et encourageaient les membres de ces groupes à rejoindre le djihad, notamment en République démocratique du Congo ou au Mozambique. Certains de ces groupes en ligne étaient composés de personnes liées à Daesh. Medine Kaloubo et Abouakassi, des dirigeants des ADF, ont joué un rôle clé dans ces activités de propagande en ligne. Par exemple, Salim Mohamed Rachid et Hitam S.A. Alfar, un Jordanien arrêté près de Butembo en septembre 2021, ont déclaré avoir été en contact avec Kaloubo et Abouakassi avant de se rendre dans des camps des ADF. Salim a expliqué qu'il avait décidé de rejoindre les ADF après plusieurs tentatives infructueuses pour rejoindre Daesh au Mozambique, en Somalie et en République arabe syrienne. La contre-offensive russe et légitimiste ayant coupé court à une réimplantation de Daesh au Levant. Ce rapport d'expertise de l'ONU montre que l'allégeance des ADF à Daesh fait suite à leur projet d'alignement avec ce dernier. Les revendications de Daesh ont permis aux ADF d'accroître leur notoriété dans des cercles radicalisés de la région des Grands Lacs. Les ADF ont capitalisé sur cette notoriété pour attirer des recrues hautement fanatisés et sont ainsi apparus comme une option possible pour des individus désireux de rejoindre Daesh au même titre que Daesh en Libye, au Mozambique, en Somalie et en République arabe syrienne. Plusieurs recrues ont cependant été déçus par les conditions de vie difficiles ou les divergences idéologiques et ont rapidement quitté les camps des ADF. Innovation dans l'armement djihadiste. Les éléments récupérés après 2 autres détonations d'engins explosifs improvisés sur les marchés d'Ouacha et de Béni ont permis de confirmer que le procédé de fabrication de ces engins était différent de ceux qui avaient été observés jusqu'alors en République démocratique du Congo. Les preuves montrent une évolution des techniques de fabrication des bombes par les ADF qui s'orientent vers l'utilisation de téléphones portables intégrés comme déclencheurs électroniques à retardement ou comme déclencheurs radiocommandés similaires à ceux observés dans d'autres pays, notamment en Somalie, en Afghanistan et en Irak. C'est à se demander s'il n'y a pas d'autres éléments de groupes terroristes djihadistes qui sont en train de former les ADF avec les connaissances apprises au Moyen-Orient concernant la fabrication et le déclenchement des engins explosifs improvisés. Un groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU précise ces éléments. La capacité avérée des ADF à fabriquer et à utiliser des engins commandés par radio ou déclenchés par minuteur démontre que les ADF ont considérablement développé leur savoir-faire et leurs compétences techniques. La menace que représente ce type d'engin est nettement plus élevée, notamment parce que contrairement au système traditionnel déclenché par la victime, les dispositifs commandés par radio ou déclenchés par minuterie permettent un ciblage très précis. Depuis 2016, et plus précisément le 27 septembre 2017, les autorités de Kinshasa avaient indiqué que les tueries et autres atrocités commises contre les populations de Béni sont l'œuvre d'une coalition terroriste internationale regroupant notamment des ressortissants ougandais, rwandais, burundais, kenyans, tanzaniens, sud-africains, mozambicains et d'autres renégats œuvrant à partir de certains pays voisins. Conclusion. Les pays de la région des Grands Lacs ont certaines lacunes, notamment la mauvaise coordination entre leurs services de renseignement ou encore le constat d'une certaine méfiance qui règne entre eux. Le Rwanda se méfie de la RDC se méfie de l'Ouganda, le Rwanda se méfie du Burundi et le Rwanda se méfie de l'Ouganda. Un vaste programme. L'État congolais devra être plus vigilant au niveau de ses frontières, devenues poreuses entre les États de cette région, pour empêcher le passage de personnel terroriste dangereux pour la sécurité nationale. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien à la chaîne via Clippy dont vous trouverez le lien dans la description. Nous essayons toujours de vous donner un point de vue géopolitique différent marqué par l'histoire et les cultures. En attendant l'épisode suivant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine!